cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Avec le soutien de Pays d'Oc, Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin, propose une série de capsules dans lesquelles nous abordons avec mes invités, vignerons, négociants, caves coopératives, l'évolution des modes de consommation et leur impact sur leur stratégie commerciale. Ces captures de moments ont été enregistrées lors du salon de Wine Paris. Vous aurez en arrière-plan l'ambiance des salons bien connus. Découvrons ensemble comment les producteurs également engagés en RSE s'adaptent aux nouvelles tendances. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Bonjour, Sandra Plama-Fluet. Je travaille pour les vignerons créateurs, une cave coopérative dans le Gard. Alors aujourd'hui, les vignerons créateurs représentent 1000 hectares, 70 vignerons. On est présent sur 6 appellations, donc Costières de Nîmes, Côtes-du-Rhône, IGP Coteaux du Pont du Gard, IGP du Gard, Clairette de Bellegarde et les vins Pays d'Oc. Comment les vignerons créateurs se positionnent sur le marché entre la France et l'export? Alors aujourd'hui, c'est plutôt 85% du marché national et 15% du marché export. Et depuis quelques années, alors on voit des habitudes de consommation qui évoluent. Comment ça se traduit justement sur vos marchés à vous précisément? Alors c'est vrai qu'on voit par exemple sur l'export au niveau des marchés scandinaves, on voit beaucoup plus de démarches environnementales, de développement durable, des différences sur les packaging, des allègements au niveau des bouteilles, beaucoup plus que sur le niveau national, qui aussi, on le voit apparaître, on voit beaucoup de démarches RSE, bien entendu. Par exemple, sur le marché de la GD, nous, on a une gamme complètement GD avec notre logo vigneron engagé. D'accord. Donc ça, c'est le label auquel on parlera peut-être un petit peu plus tard. Et est-ce que au niveau des tendances de consommation, à ce niveau-là, les habitudes donc de consommation évoluent? Est-ce que tu ressens quelque chose sur le marché à ton niveau? Alors j'ai envie de dire, ça change très vite. Alors d'aujourd'hui, on est plutôt sur des vins plus légers. C'est vrai que c'est cette tendance sur des vins qui sont moins tanniques, mais la différence que je vois, c'est surtout sur les packaging. Alors les consommateurs cherchent justement de plus en plus de vins ou hybrides, bio, impact carbone et autres. Est-ce que ça influence vos choix stratégiques au niveau de la coopérative? Alors, nos choix stratégiques, bien sûr, on est à l'affût de la veille concurrentielle, on regarde ce qui se passe, mais on a été vigneron engagé depuis 2022, donc c'est une vraie philosophie de la cave. Et aujourd'hui, chez Vigneron chez Vigneron Créateur, excusez-moi, 25% sont en bio, 24% est en Terra Vitis, tout est HVE et tout est bien sûr vigneron engagé. Et c'est vrai qu'on a lancé l'année dernière une gamme éco-responsable, éco-conçue, qui est la gamme qui s'appelle Abbatiale de Saint-Gilles. Quels sont les bénéfices concrets que tu vois sur les marchés? Alors les bénéfices, c'est que par exemple, pour revenir sur la grande distribution, puisqu'on sait que toutes les grandes entreprises maintenant doivent contribuer à la RSE, il y a beaucoup de démarches pour les sensibiliser à ça. Et avant, quand on allait dans des grandes enseignes parler de vignerons engagés, de RSE, ils n'y étaient pas du tout sensibles. Maintenant, on voit qu'il y a une écoute et qu'ils sont preneurs effectivement de cuvées qui peuvent mettre ça en avant. Et nous, d'ailleurs, sur notre gamme GD, on a mis carrément ce label sur l'étiquette. D'accord. Et plus en contre-étiquette, mais carrément sur l'étiquette de face. Alors, du côté des clients, justement, ce que je rebondis sur ce que tu viens d'annoncer, que la grande distribution était effectivement demandeuse d'aspects RSE, d'actions concrètes. Est-ce que sur d'autres marchés en particulier, il y a cette sensibilité? Tu as parlé des pays scandinaves. Voilà.
Est-ce qu'autrement, ailleurs, c'est un facteur Surtout sur l'export, sur la partie Scandinavie, on le voit quand il y a beaucoup d'appels d'offres, ils nous demandent tout ce qui est développement durable, des vignes de RSE, vignerons engagés, organic wine, enfin tout ce qui est. Donc, ce sont des critères Oui. d'engagement Et fort. des fois, il y a des appels d'offres où sans ces critères, c'est pas la peine d'y aller. Et souvent, on nous demande au niveau des packaging d'avoir des bouteilles de plus en plus légères. D'ailleurs, Saint-Gobain Veralia a sorti une gamme à 360 grammes pour pouvoir faire encore plus léger au niveau des conditionnements. L'interprofession des Pays d'Oc propose plusieurs dispositifs aujourd'hui pour accompagner les producteurs en termes de durabilité et innovation. Est-ce que vous en bénéficiez? Et si oui, est-ce que ça vous aide concrètement? Tout à fait, parce que d'abord, c'est une interprofession très dynamique. L'année dernière, on a participé à la collection printemps-été. On a eu la chance d'avoir 3 cuvées qui ont été mises en avant. Donc, le domaine Tagliani en bio, une cuvée qui s'appelle Coste Canet en cinceau et également le domaine Tagliani en rouge. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un marché en Allemagne qu'on n'avait pas, qui est le marché Avesco. Et on a vu une très, très belle commande. Et c'est vrai que souvent, on nous a appelés en disant on a vu votre cuvée mise en avant en rosé par les Pays d'Oc. Alors, sur les aspects et l'impact de la RSE sur les ventes et les marchés, aujourd'hui, sur quels aspects précis de la RSE l'entreprise des vignerons créateurs a mis l'accent? Est-ce que c'est sur le réemploi, la certification? On a parlé tout à l'heure de Alors nous, vignerons engagés. sur la partie nationale, ça a été le réemploi avec notre gamme abbatiale de Saint-Gilles. Donc il y a eu un vrai projet qui a été fait, puisqu'on a complètement changé le packaging l'année dernière. On est passé donc avec une bouteille consignée qu'on a récupérée. D'ailleurs, on a eu, suite à Millésime Bleu, une belle affiche qui nous a dit qu'on avait pu ramener 1097 bouteilles qui ont été donc remis dans le circuit avec une étiquette hydrosoluble avec des pigments naturels, pas de capsule. Et c'est vrai qu'on a sensibilisé. Alors, ça a été surtout très local pour un démarrage, donc des fournisseurs très locaux qui ont joué le jeu. Donc, il y a le réemploi. Tout à fait. Et puis le label vigneron engagé. Et le label vigneron engagé, puisque là, c'est de la vigne ouverte. Donc, ça concerne effectivement toute la structure des vignerons créateurs. Alors, est-ce que mettre en place une politique RSE, c'est vraiment un coût? Alors, ça s'intègre, mais j'ai envie de dire comme une certification bio, comme d'autres certifications. Mais c'est surtout la philosophie du président et du directeur de la cave. Au-delà des contraintes, quels sont les bénéfices concrets que vous en tirez de la RSE? Que ce soit sur le plan environnemental, sociétal ou même économique. Est-ce que c'est en fait un vrai levier de performance? Alors oui, je pense que c'est un vrai levier de performance parce que comme toute démarche qualité, c'est une amélioration continue. Donc on va chercher dans tous les domaines de la RSE à s'améliorer et ça fédère aussi toute l'équipe autour de ce projet. Concernant la distribution, l'impact de la RSE sur la distribution, est-ce que vous sentez que les acheteurs en France recherchent de plus en plus des producteurs engagés? Alors j'ai envie de dire sur le marché national, ça commence à être émergent, mais plus sur l'export, comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais effectivement, sur la grande distribution, c'est vraiment, on sent qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute, alors qu'il y a 2-3 ans, c'était pas du tout leur souci, quoi. Hein. C'était pas un critère, quoi. C'était pas les critères, mais. Alors, on parle beaucoup de changements, notamment du rapport au vin chez les jeunes consommateurs, qui sont peut-être un peu moins attachés au code traditionnel que nos parents et nous-mêmes. Comment vous adaptez-vous pour leur parler, et justement en termes de communication et marketing? Alors déjà, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sans réseau, je pense que ça ne marche pas. Du coup, on essaye de communiquer aussi bien sur la partie commerciale, mais aussi sur ce qu'on fait dans les vignes, dans la cave, tous les événements qu'on peut faire. Et ensuite, d'un point de vue plus commercial et stratégique, on essaye aussi d'adapter nos produits et donc de faire des gammes un peu différentes qui vont sortir des codes plus classiques. Alors, on l'a vu, le vin est en pleine mutation, ok, mais avec ces évolutions de consommation, comment voyez-vous l'avenir du secteur? Je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut peut-être pas toujours faire un 360 degrés, mais quand même écouter ce qui se passe. En ce moment, on est en pleine dans les vins plutôt 0 degré ou low alcool.
Bon, mais nous, on a fait le parti pris cette année, en tout cas, de sortir des lots alcool à 9 degrés, sans une partie désalcoolisation pour tout ce qui est bilan carbone, puisque c'est vraiment notre philosophie, mais d'amener nos vins sur une maturité phénolique en travaillant tout un itinéraire technique et faire qu'on arrive à faire des vins à 9 degrés avec un packaging, on va dire, un peu plus détonnant que ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Et ça, c'est sous quelle IGP? Alors pour le moment, on l'a sorti une première fois en vin de France, mais on les sortira en IGP Doc. Et c'est vrai que le packaging, on a fait d'une part le scroll cap en capsule à vis, mais aussi en canette. Très bien, ouais, la canette pour vous, Voilà, c'est un contenant de l'avenir. je pense. En tout cas, c'est un contenant qui va s'adresser à un autre public, à un public plus jeune, un public plus itinérant. On peut mettre une canette dans son sac, faire un pique-nique. Voilà, il y a un côté convivial. Alors, je tutoie Sandra et je vous vois les vignerons créateurs. Hein. C'est Bien pour ça sûr. marche le dialogue, on sent bien les deux, mais c'est dans ce sens-là. Entre l'essor des vins plus légers, des canettes, la prochaine innovation, c'est quoi pour les vignerons créateurs? Ben, ça sera, je pense, de développer la canette sur le marché de l'export et le marché français. Aujourd'hui, on ne l'a fait que sur un vin rouge, qui est à 85% une Syrah et 15% un cépage qui s'appelle Aubin. Et demain, pourquoi pas sur un blanc qui sera du Colombard uni blanc et peut-être un rosé. Alors, on parle de plus en plus de transparence et de traçabilité. Oui. Moi, je dirais aussi, j'ajouterais peut-être de storytelling qui est important. Est-ce que ce sera un critère différenciant et incontournable pour séduire justement les consommateurs de demain, cette Alors, traçabilité, cette transparence? Aujourd'hui, nous, chez Vignerons Engagés, on parle de la vigne au vert. Donc, tout est en parfaite transparence et tout est tracé, tout ce qui se fait. Donc, ça sera pas un changement pour nous puisqu'on est déjà dans cette démarche depuis 3-4 ans. Ok. Et est-ce que ça sera quand même un facteur de séduction? Je pense qu'en tout cas, c'est un facteur qui peut rassurer sur la qualité et sur nos pratiques que l'on fait dans la cave, à la vigne, en toute transparence. Alors pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase, en quoi l'engagement RSE vous aide à répondre aux évolutions du marché, que diriez-vous? Je pense que je vais reprendre ce que dit souvent notre directeur. C'est notre engagement RSE nous aide à répondre aux enjeux de demain. Avant de terminer ça et de clôturer cette capsule, si vous deviez décrire Pays Doc à un jeune adulte qui ne connaît pas Pays Doc, en une phrase ou en quelques mots, que lui diriez-vous? Je dirais quelque chose de dynamique, innovant et qui nous accompagne, nous, producteurs, à suivre les tendances du marché. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci Sandra. Merci beaucoup d'avoir participé à ce témoignage. Merci à vous. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, Si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.